Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous faire le bilan de mon week-end à 1000. Alors le week-end à 1000, qu'est-ce que c'est? Le week-end à 1000, c'est un challenge qui a été créé par la blogueuse Lily Bookin qui consiste en des week-ends à 1000, des week-ends à lire et des semaines à lire. Alors le but c'est de vider sa palle et dans les week-ends à 1000 ou à lire, du vendredi 19h au dimanche 23h59, on doit lire soit 1000 pages pour les week-ends à 1000, soit un certain nombre de pages qu'on se sera nous-mêmes fixé lors des week-ends à lire. Le principe est le même pour les semaines à lire, on se fixe un objectif et on tente de l'atteindre. J'ai noté ma progression dans mon carnet spécial blog et moi pour ce week-end à 1000 qui a donc eu lieu du 18 mai au 20 mai, oui je sais, je suis un petit peu en retard, j'ai réussi à lire 826 pages sur 1000, sachant que je n'ai rien lu du tout vendredi et que mon week-end ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Vous reverrez tout ça dans ma vidéo bilan carnet, mais je me suis fait une espèce de plante avec à chaque fois une fleur et des paliers de 50 pages. Le vendredi je n'ai donc rien lu, mais le samedi j'ai lu 3 albums et un manga, et le dimanche j'ai lu 3 bandes dessinées et un manga. Malheureusement pas de roman, mais j'ai quand même fait baisser ma palle et j'ai quand même lu 826 pages. De la palle que je m'étais constituée, il y a 2 livres que je n'ai pas eu le temps de lire, le tome 4 de Kushi et le tome 2 du Tialing qui là est un gros pavé sur lequel je suis coincée depuis presque 2 mois. Je vais donc vous faire un update lecture sur mes lectures que j'ai lues pendant ce week-end à 1000, à savoir les 45 pages de l'album Le secret de la grue blanche, les 45 de La princesse au bal enchanté, les 46 de Kaguya princesse au clair de lune, les 162 du tome 3 d'LDK, les 56 de la bande dessinée La boîte à musique, les 102 pages du deuxième tome du 6e Dalai Lama, les 160 du tome 2 de Maliki et les 210 pages du manga L'atelier des sorciers. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de service presse, c'était l'occasion de les lire et je vais vous les présenter donc dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Je commence donc avec l'album Le secret de la grue blanche de Christelle Hué-Gomez et Hailey qui m'a été envoyé par les fameuses éditions Nobinobi. Le secret de la grue blanche est un conte très connu qui joue sur la curiosité, à l'image de Barbe Bleue ou d'Urashima Taro au royaume des saisons perdues. On retrouve ces notions d'interdiction et de trahison. Les dessins sont comme toujours somptueux et ils donnent vraiment l'impression d'avoir été peints à même l'album, puisque voilà, on a l'impression de voir, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais on a l'impression de retrouver les coups de pinceau en fait. Et il est vraiment très très beau, c'est un album que j'ai adoré, mais un petit peu comme tous ceux de la maison en fait. Le conte est court et clairement on n'a pas envie que ça se termine, mais une fois l'histoire finie, ce n'est quand même pas le moment de refermer ce livre puisque comme à son habitude, Nobinobi propose plein d'informations intéressantes à la fin comme les biographies, les présentations, les recherches des auteurs par rapport aux illustrations. Le titre japonais de ce conte est Tsuru no Ongaeshi, la reconnaissance de la grue, et même si ce conte folklorique est très connu dans son pays, son origine reste tout de même un mystère. Il y a en effet peu d'informations à son sujet, et même si rien n'a été prouvé, il se pourrait qu'il prenne sa source dans une fable chinoise du 7e siècle. Cet album est bien évidemment un ouvrage que je vous conseille, les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment très belle et j'ai vraiment passé un très bon moment. Avant de terminer avec cet album, je vais quand même vous montrer quelques planches que j'ai beaucoup aimées, en essayant de ne pas vous montrer tout l'album non plus. Il y a également cette illustration-ci et celle-ci. Je trouve vraiment les couleurs très très jolies. Et juste pour vous le résumer rapidement, on va rencontrer Makoto, un jeune paysan qui un soir va trouver une grue blessée, il va s'occuper de la soigner et le soir même une jeune femme frappe à sa porte et lui propose de coudre des étoffes pour ce jeune homme pauvre en lui faisant simplement promettre de ne pas entrer dans la pièce pendant qu'elle travaille. Je poursuis avec l'album La princesse au bal enchanté de Samantha Bailey et Hailey, toujours chez Nobinobi.
Dans cette histoire, nous allons rencontrer la princesse Haruka qui grandit dans l'affection de ses parents jusqu'au jour où la maladie frappe sa mère. Dans son dernier souffle, celle-ci va lui poser un bol sur la tête, sauf que la jeune fille ne peut plus l'enlever. Devenue différente aux yeux de tous, elle décide de partir et de devenir servante. C'est un petit peu l'équivalent japonais de Cendrillon, avec une jeune fille obligée de faire des travaux pénibles, mais pour qui l'amour d'un prince va révéler toute l'étendue de ses charmes. Les dessins sont doux et poétiques, avec de belles couleurs chaudes. Je dois reconnaître que parfois le bol sur la tête de la princesse était un petit peu ridicule, mais le contexte, la situation dramatise un petit peu tout ça, donc à aucun moment on a envie de rigoler, même si ça pourrait prêter à sourire. Au contraire, j'ai trouvé ce conte très touchant et porteur de beaux messages. Le regard d'autrui est omniprésent. On nous apprend vraiment que l'important ce n'est pas l'apparence, qu'il faut voir au-delà et qu'il faut aimer les gens pour autre chose que leur physique. Le conte La princesse au bol enchanté puise ses origines dans l'Ashikazuki Hime, la princesse affubée d'un bol, publié durant l'époque d'Edo 1600-1868 dans un recueil, l'Otogizoshi, le livre de contes. L'Otogizoshi qui est une œuvre de référence dans la littérature japonaise qui comprend notamment Urashima Taro, Royaume des saisons perdues et Isumboshi, le petit samouraï que vous pouvez retrouver chroniqué sur le blog et sur la chaîne. Toutefois, Ashikazuki Hime a vu le jour bien avant sa publication, aux alentours de l'ère Muromachi 1336-1576. Cet album, qui peut être comparé à Cendrillon, est une très belle découverte qui m'a particulièrement touchée et qui a frôlé le coup de cœur. A noter que la religion bouddhique y est particulièrement présente à travers notamment la protection de Kannon, la déesse de la compassion, ainsi que l'amour d'une mère, également symbolisé par la présence du bol sur la tête d'Haruka. Je vous montre comme d'habitude rapidement les doubles pages que j'ai bien aimées. Donc nous avons celle-ci. Je trouve les couleurs vraiment très belles, profondes. Alors, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, mais je les trouve vraiment très jolies. Et allez, celle-là et puis c'est bon. En tout cas, c'est vraiment un album très beau et il a vraiment frôlé le coup de cœur, je ne peux que vous le conseiller. Ce jour-là, j'ai également lu donc Kaguya, princesse au clair de lune d'Alice Boyarake et Shiitake, toujours chez Nobinobi. Dans cet album, nous rencontrons Kaguya, une bien étrange petite fille haute comme un grain de riz et lumineuse comme l'astre de la nuit, découverte par un pauvre vieillard. Elle va grandir en beauté et en bonté et les princes vont se presser pour venir demander sa main. Pourtant elle va les renvoyer un à un, non elle ne peut pas se marier et elle ne pourra jamais. Quel terrible secret cache-t-elle? Les dessins sont superbes, c'est vraiment une très belle histoire et j'ai beaucoup aimé le mélange de toutes les légendes qui en plus sont expliquées à la fin. On a vraiment différents types de légendes traditionnelles japonaises avec des objets légendaires, des plantes merveilleuses, des bêtes extraordinaires et ça j'ai vraiment aimé. En plus, à travers cette histoire, et c'est expliqué aussi à la fin du livre, on a l'explication de l'étymologie du nom du plus haut mont du Japon. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, j'aime quand quelque chose de notre monde à nous, du réel, puise ses origines dans les légendes. Je trouve que ça rend encore tout ça encore plus magique et fabuleux. Je ne vous dévoilerai pas le pourquoi du comment de cette étymologie, je vous laisse le découvrir. Considéré comme l'un des tout premiers contes japonais, cette histoire est inspirée du Taketori Monogatari, le conte du coupeur de bambou, et est également connu sous le nom Kaguya Hime, princesse Kaguya. Sa transcription daterait du début de l'ère Heian au 9e siècle, mais ses origines restent floues. Bref, c'est encore une belle réussite, j'ai vraiment adoré découvrir cette histoire, ces dessins, avoir toute cette légende et cette explication sur ce fameux mont. Et comme d'habitude, je vous montre les doubles pages que j'ai adorées et je vais vous montrer les premières. Je trouve que les jeux de lumière et les couleurs sont vraiment top.
Je poursuis avec ma dernière lecture du samedi, le tome 3 d'LDK d'Ayu Watanabe, publié chez Pika Éditions, et autant vous dire que je l'ai lu très rapidement. Je ne vous dirai rien sur le résumé puisqu'il s'agit d'un tome 3, en tout cas c'est un shoujo toujours aussi rafraîchissant, toujours aussi drôle. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai aimé les situations dans lesquelles Shusei et Aoi se retrouvent, le jeune homme lui en fait voir de toutes les couleurs, on a un nouveau personnage qui va arriver et qui va bousculer un petit peu leur quotidien. Et voilà, ça se lit vraiment très rapidement, les dessins sont doux, expressifs, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai acheté au mois de juin, je crois, mai ou juin, le tome 4 et j'ai hâte de continuer. C'est bon, vous êtes toujours là, vous suivez, je passe à la suite. Ma première lecture du dimanche a été la bande dessinée La boîte à musique, Bienvenue à Pandorian de Guiget et Carbone, qui m'a été envoyée par les éditions Dupuis. C'est une très bonne lecture, notée 5 étoiles sur 10 sur le blog, et déjà rien que la couverture vaut le détour. Dans cette bande dessinée, nous allons rencontrer une jeune fille qui va entrer dans sa boîte à musique, et là elle va découvrir un monde merveilleux avec plein de créatures différentes. Cette entrée dans ce monde merveilleux m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, d'autant plus que pour y entrer forcément, elle a dû rapetisser. Finalement, dans ce premier tome, on en sait assez peu sur cet univers, on ne fait qu'apercevoir des créatures qui sont bien différentes de nos propres voisins, même si certaines choses nous sont plus familières, car Pandorian possède en effet un roi et des lois et une police pour les faire respecter. Forcément, j'ai hâte d'en savoir plus sur Pandorian, sur Anna, sur Nola, savoir un peu plus voilà, sur cet univers, pourquoi ça existe, déjà pourquoi il existe, pourquoi Nola peut s'y rendre. Cet univers attise vraiment ma curiosité et en plus les dessins qui sont très beaux donnent vraiment envie de s'y rendre. Regardez-moi cette illustration qui est juste splendide. Pour résumer, c'était dynamique, original, coloré, une belle aventure et franchement ça promet de très belles choses pour la suite. Je poursuis avec une autre bande dessinée, mais cette fois-ci une bande dessinée chinoise puisqu'elle nous vient des éditions Fei. Il s'agit du tome 2 du 6e Dalai Lama de Shen Yuanhua et Zhao Ze, dont vous pouvez voir d'ailleurs des photos de ma rencontre avec cet illustrateur sur mon compte professionnel. Comme le nom l'indique, dans cette histoire nous suivons donc un jeune homme qui se trouve être la réincarnation du Dalai Lama. Donc on va assister à ses changements de vie, à ces changements forcément de compagnons, puisqu'il va plus être du tout entouré des mêmes personnes, et je vous mets d'ailleurs en barre d'infos le lien vers ma chronique du tome 1. Ce tome 2 est une très bonne lecture, même si je reconnais avoir préféré le tome 1 au niveau des dessins et même au niveau de l'histoire. En effet, j'ai préféré la découverte de la réincarnation plutôt que tout l'aspect pourtant inévitable de l'intronisation, des magouilles politiques et des trahisons. Mais les dessins sont vraiment très beaux, même si plus chauds que dans le premier tome. J'ai apprécié en début d'ouvrage le rappel des personnages et de leur statut, même si honnêtement c'est pas forcément évident de s'y retrouver, notamment avec tous ces noms hyper différents de notre culture. En point positif, il y a également l'explication de certains termes et l'introduction au bouddhisme au Tibet. Dans cet opus, nous nous rendons compte que la situation n'est pas difficile que pour Lobsang, mais également pour ses proches. D'ailleurs, Lobsang n'est plus Lobsang, le pauvre villageois, mais bien le 6e Dalai Lama, dont le nom sacré est désormais Tsangyang Gyatso. Le jeune homme et sa famille vivent désormais dans des conditions bien différentes et voient leur mode de vie changer du tout au tout. D'ailleurs, le jeune homme doit malheureusement mentir sur ses parents afin que sa légitimité ne soit pas remise en cause et que ces derniers puissent garder leur train de vie. Son intronisation est donc un profond bouleversement pour lui, mais également pour sa famille et ses proches. Ce livre est vraiment une très belle découverte, une histoire très intéressante portée par de sublimes dessins, et c'est vraiment une plongée dans une culture, une religion et une région qu'on connaît peu. C'est très agréable d'en apprendre plus sur le bouddhisme à travers l'histoire de Lobsang Rinchen, Tsangyang Gyatso, qui est un personnage qui a vraiment existé, un personnage mythique et historique qui est le seul Dalai Lama à avoir refusé une vie de moine ordonné. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir le 3e et dernier tome de cette série que je vous conseille, bien évidemment. La fameuse présentation des personnages et des planches absolument splendides et merveilleuses. Je poursuis mes lectures de ce week-end à Lille avec le tome 2 de Maliki, Une rose à la mer, donc de Maliki, publié chez Ankama.
J'ai beaucoup aimé ce tome, mais j'ai préféré le premier. Je l'ai trouvé plus drôle et il y avait plus de situations auxquelles j'ai pu m'identifier. Il y a quand même énormément de points positifs pour ce livre. Les dessins, donc à savoir le coup de crayon de l'auteur, mais aussi les couleurs utilisées, la qualité du papier, les chats qui me rappellent clairement les miens, la variété des mises en page et les situations comme les chats et le fameux nouveau fauteuil, la poste, la fameuse poste, ou encore la fève dans la galette des rois. En plus, la préface rédigée par un mystérieux Daryl est absolument magnifique et rien que pour ça, ça vaut le détour. En tout cas, on ne s'ennuie pas un seul instant, c'est vraiment un moment de détente, c'est frais, c'est drôle et j'ai déjà les tomes 3 et 4 parce que franchement, ça se lit tout seul. Et juste pour vous montrer à quel point on peut avoir des mises en page différentes, par exemple ici page 42-43 et page 46-47. Voilà, ça n'a rien à voir. On a de tout et franchement je trouve que c'est ça aussi qui fait son charme. Ça y est, tenez bon, on y arrive, on y est. Le dernier livre de mon week-end d'amis qui n'est autre que l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, publié chez Pika avec son artbook. Car oui, il se trouve que cette version-là est la version collector. Je sais que les prochains tomes ont une jaquette réversible, ce n'est pas le cas pour celle-ci. Je n'ai pas la version de base derrière, je n'ai que ce design collector. Dans cette histoire-ci, nous faisons la rencontre de Coco, qui a toujours été fascinée par la magie. Hélas, dans ce monde, seuls les sorciers peuvent pratiquer cet art et ils sont choisis à la naissance. Mais alors qu'elle s'essaye tout de même à la magie, elle va dans son ignorance commettre un acte tragique. Et elle va dès lors devenir la disciple de Kifrey, un sorcier qui était de passage dans son village et découvrir alors un monde dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Ce manga est une excellente découverte. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur lors d'une dédicace en librairie et d'avoir un ex-libris dédicacé qui est désormais accroché dans mon salon. Je vous le montrerai peut-être un jour. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé, c'est original, entraînant, les personnages sont très charismatiques, malgré un qui m'agace fortement, mais bon, c'est fait exprès, il en fallait bien d'un. L'univers est très riche, il y a énormément de mystères. En plus, l'auteur ne donne que peu de réponses, peu d'informations, ce qui donne encore plus envie de commencer le tome 2. En plus, le tome 6 se termine sur un cliffhanger de fou furieux. Les dessins sont très beaux, assez particuliers, il y a beaucoup de contrastes, beaucoup de mouvements, les vêtements, les cheveux. Ça change de ce que je lis d'habitude, mais franchement, j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je possède également l'artbook et j'ai adoré avoir sous les yeux encore plus de dessins, qui plus est en couleur cette fois-ci, avec des croquis préliminaires, les recherches de l'auteur sur les différents lieux, les personnages. C'était hyper intéressant et je suis ravie d'avoir pris cette édition collector et d'avoir ainsi pu bénéficier de cet ouvrage-là. Pour vous montrer rapidement l'intérieur, donc toujours en sens de lecture japonais. C'est un petit plus fort sympathique, ma foi. Voilà, je suis vraiment contente et je regrette pas parce que ce tome-là est un coup de cœur, donc je suis encore plus ravie d'avoir cette édition. Bref, pour résumer, je conseille à 100% cette série. L'histoire est originale, elle regorge de mystères, de magie, d'artefacts, de sorciers. Le moins que l'on puisse dire, c'est que j'ai hâte de me replonger dans cet univers plein de promesses parce que la fin est juste folle. Et avant de vous quitter, je vais vous montrer comme d'habitude des images que j'aime beaucoup. Déjà, ici je trouve ça super. Cette page là, du coup vous pouvez voir un paysage avec Coco et Kifrey. Et enfin, la dernière page que je vais vous montrer, c'est simplement ce dessin là que je trouve très joli. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. Mais voilà, c'est vraiment une très belle découverte et je comprends pourquoi on en parle autant, c'est vraiment super et je vous le conseille. Et voilà, on dirait bien que j'ai terminé mon bilan du week-end à Lille. Du coup ça fait un petit update lecture, enfin un update lecture assez long justement, pas un petit. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous tiendrai au courant des prochains week-ends à lire, à Lille, des semaines à lire. N'hésitez pas vous à participer, à me dire en commentaire si vous participez, si vous arrivez à atteindre vos objectifs, l'objectif de 1000 pages. En tout cas voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, même si j'ai un peu triché dans le sens où il y a
pas de romans, que des BD et des mangas et des albums. Je suis quand même contente parce que ça dans la palle ça compte quand même pour 1 au même titre qu'un énorme pavé, donc ça fait quand même moins 1 dans ma palle. En tout cas voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir et à faire ce challenge et à vous le présenter. J'espère que vous aussi vous en avez pris à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ciao!